Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là encore et nous serons toujours là pour faire passer notre message, pour donner notre avis, pour apporter notre petite contribution à la jeune démocratie qui s'installe en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, partagez s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais partagez. Faites arriver ces vidéos-là, là où ça doit arriver, partout où ça peut arriver, pour qu'on ait des débats de contradiction, pour qu'on ait des débats de confirmation. On ne prétend pas détenir la vérité. Elle n'est pas absolue. Nous avons nos connaissances. On peut être aussi confronté à des gens qui savent aussi les dossiers. Mais ici, partagez. Ceux qui ne sont pas d'accord vont venir nous contredire avec des arguments, et ceux qui sont d'accord vont venir confirmer ce que nous disons. Partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Je voulais commencer par féliciter le ministre Mamadou Touré. Félicitations encore à toi, cher grand frère. Monsieur le ministre, qui a été cette semaine l'invité d'une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, je ne veux pas citer le nom, pour ne pas faire de publicité, qui a été excellent, un excellent orateur, connaissait des dossiers avec des chiffres. Vraiment, c'est notre Mbappé. C'est le Mbappé. C'est pas pour rien qu'on lui a donné le nom Mbappé. Vraiment, Mamadou Touré, chapeau à toi. Chapeau à toi, mais surtout, chapeau au président de la République, qui s'est fait entourer de jeunes cadres, qui s'est fait entourer de talents, qui s'est fait entourer de connaisseurs de dossiers, de ces technocrates, en tout cas, qui nous donnent satisfaction. Comme Oufo Boigny. On va revenir tout de suite. Vous voyez, sur le débat, le ministre Touré était l'invité. Un consultant a posé la question comme ça de savoir. Il a dit, il n'a pas posé la question, il a confirmé. Il dit que le président Alassane Ouattara, le parcours du président Alassane Ouattara et le parcours de M. Tidiane Thiam sont similaires. C'est-à-dire que ça se ressemble. Pour tout le respect que j'ai pour Tidiane Thiam, le ministre Mamadou Touré a dit c'est deux parcours totalement différents. C'est deux parcours totalement... en tout cas, c'est différent. À notre point de vue, totalement différent. Vous comparez quelqu'un qui a souffert pour tout avoir, et quelqu'un qui a tout eu sur la table, sur un plateau d'or. Comment vous comparez? Et quand le ministre Mamadou Touré lui a répondu que le parcours du président Alassane Ouattara était totalement différent du parcours de M. Tidiane Thiam, le consultant ou le monsieur lui dit, je ne vais pas citer le nom, le monsieur lui dit, mais est-ce que vous n'êtes pas de mauvaise foi? Dans un temps récent, dans un passé récent, sur le plateau, quand il dit ça à un ministre, mais ça allait être du fait sur le plateau. Le lendemain, tu perds ton poste. À savoir, mais si tu vas arriver à la maison. Mais aujourd'hui, chacun se permet de dire ce qu'il veut. Bravo encore au président de la République d'avoir créé les conditions pour que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer. Même les journalistes. On sait dans ce pays-là, des journalistes ont été assassinés. On ne va pas revenir sur les mauvais faits. Donc, le ministre dit que le président Alassane Ouattara et le monsieur Tidiane Thiam ont deux parcours très différents et opposés. Et nous confirmons cela. Nous affirmons que le président Alassane Ouattara, quand vous voyez le parcours du président Alassane Ouattara, en quoi ça se ressemble, en quoi c'est similaire au parcours de M. Tidiane Thiam. Je l'ai dit, Tidiane Thiam, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour Tidiane Thiam, il y a beaucoup de considération pour ces messieurs-là, mais ils ont des parcours totalement opposés. Comme je l'ai dit, le président Alassane Ouattara, nous, à notre tendre enfance, vraiment, on ne le connaissait pas. Mais on sait qu'il a été vice-gouverneur de la BCEAO. Il a été gouverneur de la BCEAO. En 90, quand le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, qui se trouvait dans des difficultés, il allait chercher main forte. Le président Houphouët-Boigny
dans des difficultés, va chercher main forte chez le président Alassane Ouattara. Ah! Nous-mêmes, on est assis, il a dit, mais lui, là, c'est qui? Et puis, c'est lui, le président, Houphouët-Boigny, va chercher. Et il dit, quand il le présente, il dit, je le présente, c'est un de nos compatriotes, faites-lui confiance. Nous, on faisait confiance à Houphouët-Boigny. Mais, aveuglement, on n'a pas fait confiance au président Alassane Ouattara. Quand on sait les difficultés que le président Houphouët-Boigny racontait, quand on sait le trou qui était là en Côte d'Ivoire, et voilà, c'est ce monsieur-là qui vient nous solutionner, on dit, attendons voir. Donc, notre amour pour Ouattara là, c'est pas venu comme ça. C'est pas un amour qui est tombé du ciel. Ça a été fabriqué, ça a été forgé, ça a été créé. Le président Ouattara a créé les conditions pour que nous là, nous l'aimions. Des étudiants qui ne savaient pas à quel sein se vouer, des fonctionnaires qui voyaient les salaires se réduire, le président Alassane Ouattara vient, non seulement il fait sortir plus d'étudiants, il amène plus d'étudiants sur le marché du travail, mais il dit que les fonctionnaires qui sont là, les salaires ne vont pas être touchés. Waouh! Quel miracle il va faire. Les caisses de l'État étaient vides. Le président Alassane Ouattara, par des restructurations, a pu renflouer les caisses de l'État. Vous vous rappelez les changements des plaques d'immatriculation, les cas de séjour, les cas de nationalité verte là. C'est le président Alassane Ouattara qui a venu. La privatisation de certaines entreprises. Vous vous rappelez ECI qui donnait plus de services. Le courant se coupait chaque jour. Donc, le président Ouattara nous dit comme ça, donnez-moi 100 jours, je vais faire un bilan, premier bilan. Et les 100 jours arrivent effectivement en homme de parole, en homme de devoir, il vient faire un bilan. Là, on commence à le comprendre, on commence à l'aimer. Rappelez-vous aussi qu'on a aimé Laurent Gbagbo. Donc, ce monsieur que nous ne connaissions pas, qui arrive, qui met les choses à sa place. Rappelez-vous aussi que le président Alassane Ouattara a organisé le congrès du PDCI à Yamoussoukro en 90. Son amour là, c'est pas venu comme ça. Donc, quand vous regardez, vous avez vu Houphouët-Boigny. Est-ce qu'Alassane Ouattara là, il ne ressemble pas un peu à Houphouët-Boigny? Est-ce qu'il ne ressemble pas un peu? Ceux qui se tapent la poitrine aujourd'hui, qui se tapaient la poitrine hier, nous sommes les fils du Houphouët-Boigny, nous sommes le PDCI, nous sommes ceci, nous sommes cela. Vous ne voyez pas que celui qui ressemble au plus au président Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara? Non seulement il est travailleur, il est rassembleur, et il s'est fait entourer de jeunes cadres, c'est ce qu'il dit. Le jour où Houphouët-Boigny s'est fait entourer de Harikona Bédié, qui était très jeune, des Laurent Dona Fologo, des gens du nord, du sud, de l'ouest, du centre, de l'est. Vous ne voyez pas que le président Alassane Ouattara est sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny, nous l'avons aimé. Hein. On aime Ouattara parce qu'il a forgé cette admiration-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Donc, comme je l'ai dit, pour son parcours. Donc, le président Houphouët-Boigny qui s'en va le chercher à la BCEAO et qui le nomme Premier ministre dans des difficultés. Ce monsieur travaille, il fait sortir le pays dans le trou. En 93, après la mort de Houphouët-Boigny, nous avons vu toutes les calomnies, toutes les méchancetés à sa personne. Le monsieur, il s'en va. Il s'en va où? Au FMI. Directeur général adjoint du FMI, là où tout le monde s'en va chercher l'argent, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui organisent le fonctionnement financier dans le monde. Il était le directeur général adjoint. Avant d'être là, il était le directeur zone Afrique. Toute l'Afrique là, c'est lui qui gérait. Dieu seul sait quel apport il a donné à la Côte d'Ivoire. Quand il était gouverneur, quand il était directeur zone Afrique. Maintenant, il devient directeur général adjoint. C'est parce que le FMI, c'est une institution européenne, c'est pourquoi
ils n'ont pas permis que l'Africain, Alassane Ouattara, soit le directeur général adjoint et le directeur général. Parce que dans les textes, le directeur général du FMI doit être européen. C'est tout. Sinon, il était plus que le directeur général du FMI. Mais on va rester sur ce grade-là, directeur général adjoint du FMI. C'est déjà bon. Et le monsieur revient en 98. On sait qu'il a vendu sa maison à Washington parce qu'on était informés. Il a vu son peuple en détresse. Tout ce peuple-là qui réclamait l'arrivée de l'enfant prodige, le président Alassane Ouattara, après avoir subi des calomnies, des méchancetés, ce monsieur accepte encore de revenir en Côte d'Ivoire, abandonner ce poste juteux de directeur général adjoint du FMI, et il revient en Côte d'Ivoire pour prêter main forte encore à la nation qui a des problèmes. Dieu seul sait quel obstacle ils ont mis sur le chemin de ce monsieur-là. On se rappelle de sa maman, paix à notre mère, paix à son âme, s'il vous plaît. Ce monsieur a été calomnié, ce monsieur est passé par tous les déboires. On ne va pas revenir ici des faits, mais il a eu la vie sauf par un seul fil d'aigu. Ce monsieur-là, il était presque mort. Ils ont tout fait. Mais il est là. Il pouvait se venger. Non, il vient encore rassembler tout le monde comme Houphouët-Boigny. Il vient s'entourer de jeunes cadres, de jeunes compétents, comme Mamadou Touré, comme Moussa Sanogo, comme Amélie Kouakou, comme Miss Delmont, comme... Il y a tellement de jeunes, dans ce groupe-là, que chaque fois que je me couche, je vois Alassane Ouattara, je me rappelle du Houphouët-Boigny. Donc, voilà un cadre que le président Alassane Ouattara a apporté. Et d'abord, je vous rappelle, le ministre Mamadou Touré, avant d'être ministre de la Jeunesse, il a été conseiller à la jeunesse du président Alassane Ouattara. Donc, il connaît les dossiers. Sur ce plateau-là, tous étaient d'accord. Ces consultants qui posaient des questions, qui voulaient diriger des réponses, tous ont été d'accord que des chiffres ont été donnés. Et les chiffres sont là. Il a dit, tout le monde peut aller consulter. Aujourd'hui, je connais plein d'Ivoiriens qui ont bénéficié de ce projet de gouvernement, de la jeunesse, des projets emploi jeunes, plein. Je vous dis, il y avait des projets, il y a plein de projets en Côte d'Ivoire. Il y a des machines que des gens ont envoyées pour faire les ponts, pour faire le chemin de fer pour le métro. Il y a des machines qui étaient là, que des Ivoiriens ne savaient pas rouler, ne savaient pas conduire. Il a fallu envoyer des experts, former ces étudiants, ces jeunes Ivoiriens, aujourd'hui qui arrivent à rouler, à conduire ces engins-là, pour le grand bonheur de ces chantiers de la Côte d'Ivoire. Bravo encore au président de la République, bravo à Mamadou Touré sur le plateau, qui nous a fait honneur. Donc, ici, Tidiane Thiam et le président Alassane Ouattara ont des parcours différents. Comme je l'ai cité là, dans l'ordre du chronogramme, le président Alassane Ouattara, pour arriver au pouvoir, voilà tout ce qui lui est arrivé. Même étant au pouvoir, il est encore calomnié. On va comparer cette carrière-là à quelqu'un qui vient d'arriver, qui a été ministre d'Henri Konan Bédié, paix à son âme. Nous ne voyons pas grand-chose qui a été fait, qui est parti, qui a été, on dit directeur de la banque suisse. En Suisse, je vais me taire parce que on va rentrer dans d'autres choses, d'autres débats. La Suisse, c'est un pays qui est au centre de l'Europe, mais qui n'utilise pas la monnaie commune, qui n'utilise pas l'euro, qui est aujourd'hui, disent les Européens, une fierté. Mais pourquoi la Suisse n'est pas dans l'euro là? Ça, c'est notre débat qu'on va faire. Il a été directeur de la banque suisse, il est revenu... Crédit Suisse. Il est revenu trouver un parti sur un plateau dont on lui a donné tout. Comment vous allez comparer? Comment vous comparez à Ouattara? Donc, chez nous, il n'y a pas de similitude
entre le parcours de Ouattara et le parcours de Thiam. Vraiment, c'est deux choses différentes. Ce même consultant nous dit encore que le ministre Thiam a dit que tous les projets que Ouattara est en train de réaliser aujourd'hui là, que c'est eux qui ont confectionné ces projets-là. Et on nous a dit autre chose, hein. Allez-y demander à Kone Katina qui est encore là. Kone Katina qui nous a dit autre chose. Kone Katina nous disait que tous ces projets-là, tous ces projets aujourd'hui qui sont en train d'être réalisés par le président Alassane Ouattara ont été financés, les financements étaient bouclés, ont été projetés par Laurent Gbagbo. Ah! Allez-y vous entendre. Soit c'est Laurent Gbagbo ou c'est Thiam. Des projets là, moi-même ici assis, il y a plein de projets dans la tête, plein de projets dans la tête. Est-ce que j'ai les moyens de réaliser ces projets-là? Là la question. Tu peux avoir 50 000 projets, tu peux projeter tout, mais est-ce que tu as les moyens pour réaliser? Chapeau au président de la République, Alassane Ouattara, pour être en train de réaliser ces projets-là, que ces gens-là disent que c'est eux qui ont fabriqué. Nous savons qui fait quoi dans le pays-là. Chers frères et sœurs, je vais venir sur une actualité, le déguerpissement. Vous voyez, Yako à tous ceux qui ont été déguerpis. Yako à tous ceux qui seront déguerpis. Yako à vous, Yako à nous. On a des parents, on a été aussi touchés. Yako à vous. On dit, le village, il y a quelqu'un qui dit, le village brûle et tout le monde regarde le forgeron. Alors que c'est le griot là qui a brûlé le village. Ces griots qui sont allés prendre des photos sur ces décombres là. Laurent Gbagbo était là, Simon Gbagbo était là, Blé Goudé, Tidiane Thiam, comme j'ai dit, pour qu'il y ait beaucoup de considération et de respect, qui ces derniers temps en train de descendre un peu dans la poubelle. Ces gens-là qui n'attendent que les décombres de Ouattara pour aller se prendre des photos, pour aller faire de la récupération. Ils sont où quand c'est beau? Ils sont où quand c'est bon? Félicitez au moins Ouattara quelquefois. Déguerpir et casser ces maisons-là, de ces sites jugés dangereux, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut vraiment, il faut voir d'où nous venons. Comme je l'ai dit, le gouvernement doit mettre de l'ordre. C'est ce que Laurent Gbagbo et son gouvernement et sa bande là n'ont pas su faire. Ils ont laissé les gens s'installer anarchiquement dans les désordres et aujourd'hui on a des difficultés. Des gens se sont installés partout sur des sites dangereux, sur des sites non approuvés. Aujourd'hui, il faut être courageux et je salue le courage du président Alassane Ouattara qui dit: je vais d'abord assurer la sécurité des citoyens, des populations vivant en Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un bidonville, pour ceux qui ont fait San Pedro, qu'on appelle Bado, au Zimbabwe, c'est collé. C'était le plus gros bidonville de l'Afrique de l'Ouest. Des kilomètres sur des kilomètres, il n'y a pas de voie d'accès. En cas d'incendie, tout est brûlé parce que les pompiers ne peuvent pas arriver là-bas. Est-ce que les gens ont pensé à ça? Parce que quand on dit des sites dangereux, les gens ne pensent qu'à des pluies. Non, la pluie va venir, ça va envoyer des maisons, ça va casser des maisons. Non! Oui, c'est vrai. Et nous savons que la Côte d'Ivoire, c'est une zone où il y a beaucoup de pluie. Et chaque année, il y a des morts. Pour ça même, là, le gouvernement peut prendre ces mesures-là. Mais quand on vient s'installer sur des sites anarchiquement, il n'y a aucune voie d'accès pour les pompiers, pour les ambulances, pour la sécurité, pour la police. La police ne peut pas arriver dans certains domiciles. Et puis ceux même qui vivent là-bas,
Quand tu prends un taxi, le taxi te laisse peut-être au bord du goudron. Et tu dois parcourir encore 2-3 km pour arriver chez toi, à la maison. Est-ce que c'est bon? Bravo encore au président de la République pour ce qui a été fait à San Pedro, où on a tracé des voies d'accès dans tous ces quartiers précaires. On n'a pas tout cassé, mais quand on met de l'ordre, quand on lotit, des gens aujourd'hui là ont les moyens pour construire. Parce qu'on a vu que des gens, même qui ont les moyens, qui se logent dans ces domaines-là, sur ces domaines-là. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de désordre. Et sous Gbagbo, les gens se sont installés anarchiquement dans le désordre. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, bravo au président de la République pour mettre de l'ordre dans ces localités-là. Ça y va de notre sécurité nous-mêmes. Quand je suis braqué dans mon quartier, que la police ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Quand j'ai un petit incendie que je ne peux pas éteindre, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Quand ma femme enceinte ou moi, mon grand-père est malade, qu'il faut le transporter obligatoirement dans une voiture, que les voitures ne peuvent pas arriver là-bas, est-ce que c'est bon pour nous? Le Gbagbo, Simone, Thiam sont allés faire photo là-bas, sont allés danser, sont allés dire n'importe quoi. Mais si Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo met 1 milliard, Tidiane Tia met 1 milliard, Blé Goudé, lui met 5 millions, et Pouchelik Balé, elle met 1 million, et les autres là, ils mettent un peu de millions là. Ils peuvent lotir, ils peuvent construire pour ces déguerpis là. Si tel est qu'ils compatissent vraiment leur douleur. Ou bien, ils ont des grands salons, ils ont des grandes maisons. Prenez certains parmi ces déguerpis là, envoyez chez eux. On va dire non, que vous souffrez pour eux. Des récupérateurs qui viennent faire des photos sur les décombres du président, sur les décombres des maisons cassées. Des gens au pouvoir qui n'ont jamais apporté un seul plat à la table, qui n'ont jamais servi un seul plat à un seul citoyen ivoirien. C'est eux-là qui viennent aujourd'hui dénigrer. Il faut du courage pour organiser. Un État s'organise avec du courage. Ce n'est pas en bavardant, comme je l'ai dit. Le village brûle, tout le monde regarde le forgeron, alors que c'est les griots. Ce sont les griots là. C'est eux les griots là. Par les gros bavardages qui ne foutent rien. Ils auraient pu apporter un peu de soutien à ces déguerpis là. Non, non, c'est pour venir prendre des photos sur le reste des décombres. Et nous qui savons, il y a des sites qui ont été aménagés à Songon pour ces déguerpis là. Personne parmi eux est parti là-bas un jour pour aller faire une photo. Ah, vraiment, quelque chose a été fait pour des gens que nous avons soutenus hier. Quelque chose a été fait. Aucun. Et ils ne voient toujours que du noir. Quand c'est blanc, ils ne sont jamais là. Permettez-moi aussi de parler d'une certaine Pouchelik Balé. Pouchelik Balé. Cette femme-là, qui conseille à nos mamans de se mettre nues devant les machines quand les machines viennent casser les maisons. Nos mamans là, nos soeurs là, nos filles là, sont pas dépravées de cette manière-là. N'ont pas été éduquées de cette manière-là. Commence toi par te mettre devant ces machines-là. C'est pas toi qui dis défenseur de droits de la société civile. Commence toi par te mettre nu devant les machines-là. Mais je suis sûr, aucune de nos mamans, aucune de nos soeurs, de nos filles ne va te suivre. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de notre éducation. On va se mettre nu. La femme, c'est quelque chose de respectable, s'il vous plaît. Une femme ne peut pas se comporter de cette manière-là. Et encore, elle dit que la mort est mieux que d'être déguerpie. Qu'ils n'ont qu'à me tuer en même temps. Ils ont cassé ma maison, ils n'ont qu'à me tuer en même temps. Quelqu'un est né avec maison. On est venu trouver les maisons ici.
On est venu chercher de l'argent pour construire les maisons. Personne n'est venu avec une maison. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est triste, il y a quoi à vous, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Même dans des pays européens, il y a des déguerpissements qui se font. Il y a des bidonvilles, mais qui ont un minimum d'accès. Aussi là, on a des hectares et des hectares de maisons, il n'y a aucune voie d'accès. Pour les pompiers, pour les ambulances, pour la police et pour nous-mêmes les citoyens. Tu payes ta voiture, tu dois garer ta voiture au bord de la route, marcher 2-3 km avant d'arriver dans ta maison. Il y a quoi à vous encore, mais c'est nécessaire. Puis Chélik Balé et les autres là, on vous connaît, votre grioya là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Chers frères et sœurs, je tire le chapeau au président de la République, qui se fait entourer de jeunes gens, de jeunes loups, de jeunes intellectuels qui connaissent le dossier. Merci encore au président de la République, on va parler un peu de démocratie. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a créé les conditions pour que tout le monde puisse parler dans ce pays-là. On se rappelle, un passé récent, personne ne pouvait parler. On ne va pas rappeler des faits négatifs. Des gens ont été tués parce que on a senti qu'ils soutenaient tel ou tel. Je parle du cas de Camara Aïssa. Mon âme va jamais l'accepter. Ce monsieur a été tué. Vraiment, ma conscience ne va jamais l'accepter. Ce monsieur-là ne faisait que participer à des activités de la qui est primée dame aujourd'hui, Madame Dominique Ouattara. Ce monsieur-là ne s'était jamais affirmé être du RDR ou du PDCI. Ce monsieur-là a participé à des activités de Madame Dominique Ouattara. Vraiment, paix à ton âme, cher frère. Ça, on ne va jamais pardonner. Bon, pardonner, oui. Mais ma conscience ne va jamais comprendre comment on a pu tuer ce monsieur-là. Vous vous rappelez que tout le Pougon, sans distinction de parti, sans distinction d'ethnie, tout le monde est sorti pour dire, réclamer cette injustice-là. Mais les gens sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chacun peut dire ce qu'il veut dans ce pays-là. Bravo encore au président de la République. Mais en démocratie, surtout, bravo au Sénégal. Bravo au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est fort. Le peuple sénégalais est mûr. Le peuple sénégalais est conscient et démocrate. On a toujours félicité la démocratie au Sénégal et le Sénégal vient encore de nous donner raison. Le Sénégal est un peuple, un pays démocratique, un peuple démocratique. Les institutions au Sénégal sont fortes. La démocratie au Sénégal est forte. Bravo encore au peuple sénégalais qui a démontré sa maturité en démocratie. Le 24 mars, là, ils sont aux élections. Toutes les chances, en tout cas, courage à tous les candidats, toutes les chances à tous les candidats que le meilleur gagne. Le Sénégal encore vient de nous démontrer que c'est un pays démocratique. Durant des semaines, des mois, les rues ardaient, des manifestations, des casses entre les populations et la police et les militaires et les policiers. Aucun général, aucun policier, aucun capitaine, aucun colonel n'est venu prendre le pouvoir. Aucun n'est venu faire des déclarations tapageuses. Comme ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon. Voilà en France. Il y a des manifestations chaque jour, les gens cassent, les gens font tout, mais aucun militaire ne va venir se déclarer président. En Espagne, c'est pareil. Il y a des manifestations chaque jour, mais aucun militaire ne va venir se déclarer président parce qu'ils sont ancrés dans la démocratie. Mais voilà chez nous, au Mali, pour un oui, pour un non, un militaire se lève, il prend le pouvoir. Non, le peuple est fatigué. Au Burkina, non, le peuple. Vous prenez des armes. C'est ce même peuple-là qui vous a confié ces armes pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas pour venir enlever les dirigeants. Si vous êtes prêts à aller aux élections avec eux.
une anecdote. Le général Gueye, paix à son âme, a organisé les élections en 10 mois. 10 mois. Il n'a pas eu besoin de 24 mois ni de 5 ans. En 10 mois, il a organisé les élections parce que le peuple ivoirien aussi est mûr. Le peuple ivoirien aussi a appris à réfléchir. Le peuple ivoirien est démocrate aussi. C'est vrai, à un certain moment, on s'est arrêté parce que on avait des dirigeants qui permettaient tout. On avait des dirigeants qui n'avaient pas compris que la démocratie, c'est pas forcément avoir 50 000 partis. La démocratie, c'est accepter les règles du jeu. C'est ça la démocratie. Donc, la Côte d'Ivoire a pu organiser des élections en 10 mois avec le général Gueye. Ça veut dire, c'est vrai, hein, on a trébuché à un certain moment, mais la mentalité, la connaissance de la démocratie fait que on peut pas durer dans ces systèmes-là. Voilà ce qui se passe ailleurs. Président, pour être président, pour être président, c'est pas facile, hein. Pour être président, c'est pas facile, hein. Mais certains n'ont pas compris. La présidence, c'est un couteau à double tranchant. Il y a le côté bon où tu vois tous les millions défiler sur ta table, et il y a le côté mauvais où tu es confronté aux réalités. Assimi Goïta le sait. Lui-même, dans une déclaration très récente, il dit, quand lui passe par à son palais, il voit beaucoup de noirs, il sait que le Mali est dans le noir. Il sait que le Mali est dans le noir. Ça, c'est l'une des premières choses. Ça, c'est une défaite. Quand le président même vient annoncer, ah, on a des soldats qui ont été tués ici, on a le pays qui est dans le noir, on a la pauvreté dans le pays, c'est une fuite en avance. C'est reconnaître qu'il est impuissant, reconnaître qu'il ne peut pas. Que les Maliens comprennent, ces voyous au pouvoir là, ces putschistes là, ne peuvent pas faire notre affaire. Ils ne peuvent rien apporter à nos pays. Mais, j'ai peur pour le Mali parce que, démocratiquement, intellectuellement, le peuple malien a un peu de difficulté. Parce que, on peut pas, c'est vrai aussi, on peut dire que ces voyous-là ont pris le peuple en otage. Mais ils sont en train de revenir à la réalité puisque eux-mêmes ils reconnaissent que le secteur de la lumière ne va pas, les activités ne marchent pas comme ils veulent, les petites sommes qu'ils avaient, c'est ce qu'ils ont pris pour payer des armes, le salaire des fonctionnaires c'est un peu compliqué. De l'autre côté, allez-y demander aussi à Mr. George Weah, qui était président du Libéria. Les gens pensent qu'être président, c'est une petite chose, c'est une petite affaire. George Weah, il est venu, il a vu que le fardeau était très lourd. Il l'a déposé là, il a pris sa route. Il est parti. Il a pris sa route, il est parti. Chers frères et sœurs, continuez encore de prier, nous sommes des croyants. Mais surtout, travaillons. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des pays comme l'Ukraine qui ont des soldats. On leur apporte du matériel, des avions, des chars qui ne savent pas conduire. Vous voyez, nos pays là, en économie, je vais finir par ça, en économie, il y a ce qu'on appelle des matières non exploitables. Ça veut dire que l'État, cet État-là, n'a pas les moyens pour exploiter, par exemple, un gisement de pétrole. Ils n'ont pas les moyens, un gisement d'or, de diamants. Parce que ces machines-là, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Investissement sur le plan humain d'abord. Voilà pourquoi je voulais parler d'Ukraine. Donc, toujours, on va avoir besoin de collaborer. L'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, en 2027, le premier investisseur en Côte d'Ivoire sera l'Italie. Et les gens, ils ne voient rien. Le président Alassane Ouattara a tellement diversifié ses activités
ça le permet de collaborer avec tout le monde, avec plusieurs personnes. Il y a les Indiens qui investissent en Côte d'Ivoire, il y a les Chinois qui investissent, il y a la France, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Italie, il y a le Portugal. Donc, ces matériaux-là coûtent tellement cher que l'État, si l'État veut investir, par exemple dans un gisement d'or où tu ne sais même pas combien tu vas extraire, tu ne peux pas mettre tout ton économie là-bas. Ces États ne vont même pas construire une école, même pas un centre de santé, même pas une université, pour ne pas parler des conditions de vie des citoyens. Hey, venez apprendre auprès du président Alassane Ouattara. C'est une chance de la Côte d'Ivoire et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire.